le monde, c'est Liberty pour le retour de Tous à l'eau avec Liberty. Après plus de 10 mois d'absence, alors j'ai longuement réfléchi à l'avenir de cette émission YouTube et je vous présente un nouveau concept et un nouveau générique comme vous avez pu le voir juste avant. L'émission évoluera au fil des épisodes où je partagerai avec vous ma passion pour le monde aquatique, que ce soit niveau eau douce ou alors milieu marin, mais j'avoue que j'ai plus un penchant pour le premier. Alors, je vous tiendrai au courant des faits de l'émission sur les réseaux sociaux qui sont en lien dans la description juste en dessous là. Alors je vous invite à aller voir. Aujourd'hui nous allons parler de mon espèce de poisson d'eau douce favorite. Et comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agit du poisson-chat. Bonne réponse. Putain, vous êtes fort aujourd'hui, mais c'est un truc de dingue. Alors dans sa famille, il compte pas moins de 45 espèces, dont 3 seulement sont présentes en Europe. Et j'en ai sélectionné 4 d'entre eux. Rien que pour vous, 4 d'entre eux. Que c'est ceux que je préfère. Personnellement, ces 4 là, c'est ceux que je préfère et je vais vous les présenter. Alors, ceci, ce n'est pas à top. Je tiens à vous le prévenir, c'est juste une présentation de ces poissons qui me plaisent beaucoup. Je vais les présenter de manière à vous les faire découvrir pour que vous puissiez mieux les connaître. Peut-être que certains d'entre vous vont découvrir des poissons-chats qu'ils ne connaissaient pas et d'autres vont juste approfondir leurs connaissances. Il y aura un peu de biologie mais pas des masses, car j'approfondirai le sujet dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, ça va plus être une présentation de base sans complications scientifiques, à part les noms, bien sûr. Allez, on attaque tout de suite avec le premier. Ce petit moustachu appelé poisson-chat commun que vous voyez maintenant fait partie de la famille des... Attendez, il faut que je lise des Ictaluridés. Ictaluridés. Vous voyez le mot là qui est écrit. Et son nom scientifique est Amérius... Non. Il faut que je lise. Ameurus melas. Oui, j'ai du mal avec les noms latins. Et fait partie de l'ordre des siluriformes. Donc les siluriformes, c'est tout ce qui compte la famille des poissons-chats en grande partie, comme le silure, d'où le nom siluriforme. Je sais pas si vous... Mais on en parlera tout à l'heure. Et d'autres espèces aussi que l'on verra tout à l'heure. Ok. Il mesure de 15 à 30 cm, mais peut atteindre plus pour un poids allant de 100 à 120 grammes. Alors, mais le record, à ce jour, le record du plus gros poisson-chat commun pêché est de 45 cm pour 1,5 kg. Franchement, j'aimerais bien en pêcher un comme ça, je serais fier. J'en ferai une belle photo encadrée avec ma tête à côté, genre, je sais pas, j'ai pas de canne à pêche ici, mais genre, comme ça, tu vois, ou tadam, tu vois, un truc comme ça stylé, ou avec la canne à pêche dans la bouche, j'ai, bon, trêve de plaisanterie. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce poisson? Oui, sa longévité. Alors, sa longévité, elle est estimée à une dizaine d'années, ce qui est pas mal pour un petit poisson comme ça. Et je tiens à vous dire aussi qu'il faut faire gaffe à ses aiguilles. Il a des petites aiguilles qui piquent, ouais, qui sont situées sur la nageoire dorsale, donc c'est la nageoire qu'il a sur le dos, et sur les nageoires pectorales, vous savez, celle qu'il a sur les côtés au niveau des pecs là. Ouais, celle-là. Je passe un peu pour un con quand je fais comme ça, non? Bon, bref, c'est pas grave. Alors, je tiens aussi à vous dire que ce poisson, il est détrivore. Qu'est-ce que c'est que détrivore? Alors, détrivore, c'est-à-dire qu'il mange des débris animaux, végétaux ou fongiques, donc des champignons, bien sûr. Fongiques, fongicides, ça tue les champignons, et fongiques, c'est les champignons. Voilà, au moins vous le saurez. Et... maintenant, je suis perdu. Ils remplissent des fonctions essentielles à la chaîne alimentaire car ils recyclent des composés organiques, y compris des composés organiques toxiques contenus dans les détritus et les sédiments. Les sédiments, ce qui est apporté par l'eau, ce qu'on trouve dans la vase. Donc c'est-à-dire que oui, ils bouffent de la merde. Tout ce que vous balancez, sacs plastiques, vieilles culottes, capotes usagées, tout ce que vous voulez, ils le bouffent. Ils le bouffent. C'est un peu dégueulasse à dire, mais il le bouffe. Il est également pédophage. Ne riez pas, ce mot, il existe vraiment. Pédophage. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous invente? Donc pédophage, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont essentiellement des poissons qui se nourrissent d'œufs et d'alevins d'autres poissons. Cela permet aussi la régulation d'autres espèces pour éviter le surdéveloppement ou la surpopulation de certaines espèces. On peut le trouver dans des eaux comme dans certains étangs, des canaux, des gravières, mais aussi dans des eaux calmes de rivières et de fleuves. Il est présent un peu partout dans le monde, mais surtout, oui, surtout en Europe, pour cette espèce. Ah, l'Europe. Côté reproduction, on va voir ce que ce petit coquin nous fait. Alors, il est ovipare. Qu'est-ce que ça veut dire ovipare? Allez, j'attends. Vous me rendez les copies demain. Demain à 10 h sur mon bureau, je les copie. Vous me faites un exposé sur tout ce qui est ovipare. Hop. Alors, non. Ovipare, plus sérieusement, c'est la fécondation externe. Donc, ça veut dire que la femelle, elle va pondre ses œufs jusqu'à 7000 œufs.
dans un nid qu'elle a préalablement préparé, c'est dur ce mot, et le mâle va venir, on va vous faire un schéma avec mes mains, ça c'est la femelle poisson chat. Oh, je suis très belle, il faut que je trouve un mâle parce que je vais pondre mes œufs bientôt. Ouh, je suis un beau mâle et je vais vous féconder, madame. Ah non, mais vous n'allez pas me féconder comme ça, je vais d'abord pondre mes œufs. Quoi, on va pas faire caca boum boum? Non, on va pas faire caca boum boum. Ah, je suis en train de passer par un con, mais c'est pas grave. Alors la femelle elle va venir, elle va creuser un nid avec sa queue et tout, ouais. Et puis après, elle pond ses œufs, papa. Et le mâle il vient comme ça, et entre les nageoires caudes à l'arrière, il a un petit orifice et il va lâcher son sperme sur les œufs. Et il va féconder les 7000 œufs de la femelle. Ouais, ils vont défendre agressivement leur nid. Ah oui, il faut aussi que l'eau atteigne environ 20 degrés Celsius, sinon la reproduction se fera pas. Ah oui, et à la naissance, donc je vais vous expliquer aussi ce qui se passe à la naissance, le temps d'incubation et tout. Oui, l'incubation elle va durer une dizaine de jours et à l'éclosion, les alevins vont être grégaires. Donc grégaires, ça veut dire qu'ils vont vivre en groupe et ils vont former un banc de forme sphérique comme une énorme boule noire qui va se balader dans l'eau, qui est très bien connue des pêcheurs. Donc vous voyez une image ici. Voilà. Donc c'était déjà la côté... donc voilà le côté reproduction. Alors, juste pour vous dire, si un jour vous pêchez du poisson-chat, gardez-le pour le manger parce que sa chair elle est tendre, elle est si délicieuse et surtout au barbecue, vous prélevez les filets avec du sel, du poivre de chaque côté, un petit filet de citron, vous grillez au barbecue, un petit délice. Voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais vous mettre. Ok, donc malheureusement, presque tous les pêcheurs le considèrent comme nuisible et ça, pauvre poisson, ça c'est pas bien. C'est pas bien parce que je vais vous expliquer ce qu'ils font. Je vais vous expliquer ce qui est pas bien maintenant. Il est considéré nuisible, mais il fait que son travail. Il fait son travail naturel de chaîne alimentaire. C'est le cycle de la vie. Manger ou être mangé, la chaîne alimentaire. Mais bon, il y a personne qui comprenne ça. Il dit, oh là là, mais il bouffe tous les poissons, après on n'a plus de poissons pour pêcher. Mais alors, tu respectes la nature. Sinon, tu te fais ton étang avec tes espèces de poissons et tu te mets pas de poisson-chat dedans. Ah ben c'est logique, hein. Attends. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, si la nature l'a mis dans nos eaux, c'est bien pour quelque chose, hein. Il évite les surpopulations d'autres espèces, comme on a vu avant. T'imagines, il n'y aurait pas de carnassiers ou pas de poissons qui bouffent les autres poissons, on aurait des surpopulations de gardons, de carpes et de tanches, d'autres cyprinidés, et voilà. Il y aurait que ça, il y aurait encore une grosse pollution biologique à cause des sels des poissons, donc la merde quoi. Les fiandres. Pour ceux qui ne comprennent pas, voilà, c'est les fiandres, la merde, et ça pollue aussi. Il y a la pollution biologique, il n'y a pas que notre pollution, la pollution chimique qui est biochimique, il y a aussi la pollution biologique. Je ne sais pas si vous arrivez à croire. Bon, alors, il y a des pêcheurs qui le pêchent, ouais, mais ils n'ont pas le droit de le remettre à l'eau. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils le foutent sur les berges et ils le laissent pourrir sur les berges. Déjà, de 1, c'est dégueulasse, c'est irrespectueux, et de 2, c'est puni par la loi parce que c'est de la pollution biologique aussi. Oui, elle n'existe pas que dans l'eau, la pollution biologique. Et je trouve ça dégueulasse. Ils sont en train de boire les cochons là. Je trouve ça dégueulasse. Puni par la loi, en plus la pollution biologique. Hein. Et pour ceux qui croient que je bâcle la vidéo, non, je bâcle pas. J'ai juste envie de faire un truc animé de vie et... à ma façon quoi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Pardon, j'ai parlé du poisson Jacoma, mais H2O il est plus là. Non, je l'ai viré. Je travaillais pas assez. Ouais. Et en deuxième, voici un poisson bien étrange avec une tête assez drôle et une taille gigantesque. Je nomme le poisson gigantesque. Gigantesque. C'est ça. Gigantesque. Ouais, parce que gigantesque, c'est un texte géant. Bon. Et en deuxième, voici un poisson-chat bien étrange avec une drôle de tête et une taille gigantesque. J'ai nommé le poisson-chat géant du Mekong, aussi appelé là-bas Lao-Lao. Lao-Lao, pas Lao-Lao, hein, c'est son nom, L-A-O, L-A-O. Ouais, pas comme le film Lao. Bon, blague de merde, je sors, salut. Donc, alors, je tiens à vous dire, pour ceux qui ne savent pas où c'est le Mekong c'est un fleuve qui fait la Thaïlande et la Chine, et aussi le Cambodge si je ne me trompe pas, mais on voit tout ça dans les photos qui sont derrière moi. Alors, par contre, là maintenant, le nom scientifique. Alors, il est assez dur. Je suis obligé de le lire. Hein. C'est le Pangasianodon gigas.
Pangasianodongigas. Pangasianodongigas. Ah, je l'ai fait vite. Ah, on peut le faire avec l'accent chinois. Pangasianodongigas. Ça fait un peu raciste, mais je suis désolé. C'est juste pour rire. Hein. Ok. Donc, il appartient à la famille des Pangasiadae et fait partie de l'ordre des siluriformes, hein, comme notre ami d'avant. Ouais. Bien que le poisson-chat géant soit connu et pêché par les ethnies riveraines Bien que le poisson-chat géant soit connu et pêché par les ethnies riveraines du fleuve, depuis la nuit des temps, j'ai réussi. Il a été découvert par les scientifiques que depuis peu. Ouais, une vingtaine d'années. Donc, c'est très peu, c'est très jeune. Il a pratiquement mon âge de découverte, sauf que moi j'ai 5 ans de plus. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ouais, mais on s'en bat les couilles, franchement. Hein. On s'en bat... Non, je déconne. De ce fait, son étude ne fait que commencer et ses mœurs sont quasiment inconnues. Et ouais, les chercheurs vont... Les chercheurs savent simplement que, comme tous les siluriformes, les poissons-chats géants sont des poissons de fond migrateurs et ils peuvent parcourir de longues distances pour atteindre les lieux de frai. Donc un lieu de frai, la période de frai, les frayeuses, frai c'est la ponte du poisson, on appelle ça une fraie. Et ça s'écrit F-R-A-I. Ouais, pas comme... il fait frais aujourd'hui, hein. Non, frais. Frais, c'est pas le même mot. Parce que t'imagines, il fait frais aujourd'hui. Paf, des œufs de poisson sur ta gueule. Non, je déconne. Hop, on passe à autre chose. Alors, vous allez tout de suite comprendre pourquoi on l'appelle le poisson-chat géant du Mekong. Il mesure 2 à 3 mètres de long pour un poids allant de 180 à 300 kg. Un beau morceau le bestiau et sa longévité est estimée entre 10 et 15 ans source UICN, mais demande d'être vérifiée par les scientifiques. Donc maintenant on va faire un peu d'histoire. Désolé si je lis depuis tout à l'heure, mais apprendre des textes comme ça c'est assez compliqué pour moi, mais c'est pas grave. L'important c'est que vous me voyez, vous voyez les images et que vous comprenez ce que je dis. Maintenant on va faire un peu d'histoire. Autrefois, la distribution du poisson-chat géant englobait tout le bassin du fleuve Mékong, jusqu'à la province de Yunnan en Chine. De nos jours, l'espèce ne se trouve que sur le Mékong inférieur dans la rivière et le lac Tonle Sap, qu'on voit des photos. Enfin une photo, en fait le lac Tonle Sap, il y a un village qui s'est construit dessus, et ils vivent essentiellement de la pêche. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il y a River Monster, il a fait une émission où il se trouve là-bas et justement il pêche le poisson-chat géant du Mékong, il est à la recherche de cette créature, de ce poisson, et c'est une super émission, je vous la conseille. Donc, côté reproduction maintenant. Côté reproduction, on ignore si le poisson-chat géant pond en pleine eau, sans prodiguer de son jeune, ou si au contraire, il pond sur des plantes ou un substrat quelconque et veille sur les œufs et les alevins. L'espèce doit atteindre 50 à 70 kg pour pouvoir se reproduire. 50 à 70 kg, donc vous voyez, c'est comme les humains, ils attendent un certain âge avant de se reproduire. Pauvre bête. Je suis désolé, je lis encore. Hein. Alors, à l'instar de ses cousins, le poisson-chat géant du Mékong est un prédateur opportuniste qui se nourrit d'amphibiens, de crustacés, d'oiseaux, de reptiles et de petits mammifères. Les jeunes individus mangent des algues, des insectes et leurs larves. Ouais. Ainsi que les alevins ou des œufs. Il est également détrivore, donc s'il mange quand ils sont petits leurs larves, il est également cannibale. Malheureusement, la survie du poisson-chat géant est fortement compromise par le projet construction du barrage du Xayaburi au Laos. Malgré une levée des boucliers de la part de dizaines d'associations écologiques, l'édifice sera construit malgré tout car il est censé procurer de l'énergie électrique pour tout le pays. Eh oui, l'industrie. L'humain vient foutre son nez dans la nature, détruit la nature. C'est ça. C'est tout simplement ça. La rivière est belle. Il y a plein d'animaux. Enfin, on va dire, la zone elle est belle. Il y a plein d'animaux. Il y a une faune et une flore extra méga jolie, magnifique. Avec des animaux terrestres et aquatiques. Il y a tout ce qu'il faut. Mais l'humain, il arrive. Il pointe le bout de son nez et hop, c'est foutu. Petit message écologique. Le poisson-chat quitte donc la partie inférieure du Mékong. Il se réfugie au Cambodge pour frayer dans le nord. Le barrage l'empêchera de gagner les lieux de ponte qui entraînera la disparition de l'espèce comme ça a été le cas avec le dauphin de Chine. Eh ouais. Pauvre de lui. Bon, pas grave. Passons à la suite. Pour le troisième, je vous présente le Silurus glanis. De nom scientifique, mais il est connu sous le nom de Silure glane. Silurus glanis,
Silurus, silure, glane, glanis, glane, glanis. Vous voyez, c'est très facile à retenir. Silurus, glanis, silure, glane. Comme nom scientifique, c'est facile à retenir. Je vous conseille, si vous faites un exposé sur le poisson avec des noms scientifiques, prenez le silure parce qu'il est les choses les plus faciles à retenir côté nom scientifique. C'est un conseil que je vous donne. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur ce magnifique poisson qui est très connu des pêcheurs dans nos eaux et qui casse les couilles à plus d'un propriétaire d'étang ou à plusieurs AAPPMA. Donc s'ils sont des associations de pêche. Donc il a été introduit. Alors, ah oui. Il appartient à la famille des Siluridae et il fait partie de l'ordre des Siluriformes. Désolé, j'ai oublié de vous le dire. Volontairement introduite en France au 19e siècle, cette espèce originaire d'Europe orientale a connu ces dernières années une rapide extension. Donc ça veut dire qu'il s'est reproduit super vite et il y en a partout maintenant. Partout. Alors, on le trouve maintenant dans presque toutes les régions françaises. C'est le plus grand poisson de nos eaux continentales, donc de l'Europe, de la France, surtout quand on dit eau continentale, dans la France, mais aussi dans l'Europe entière, tu vois. Parce que vous allez voir après pourquoi. Et comme la plupart des poissons d'eau douce, ce silure glane possède également une ligne latérale très efficace, lui permettant de ressentir les mouvements de ses proies potentielles. Donc c'est une ligne. Ouais, je vais faire le silure. Ah, on va prendre le bras. Ça, c'est un silure. Voilà, il nage, tu vois. Ça nage plus comme ça, un silure, voilà. Et là, il y a sa bouche. Ouh, c'est la bouche du silure, ça on va dire c'est la bouche. Et là, il a une ligne latérale. Et c'est de ça que je parle. Voilà. Mais toutes ces caractéristiques... Alors, mais toutes ces caractéristiques biologiques seront expliquées dans une autre vidéo. Oui, désolé, j'ai eu du mal à dire le mot caractéristique. Ce magnifique poisson-chat mesure entre 50 cm et 2 mètres pour un poids aller de... Le mec, enfin le poisson, il mesure de 50 cm à 2 mètres pour un poids aller... Tu vois, le poids aller à 2 kg. Donc le gars, il vient, il fait 50 cm, je vais aller à 2 kg. Non, arrête Alan, arrête Alan. Arrête. Alan, arrête. Arrête les vidéos YouTube, c'est fini pour toi. Donc, alors... Ce magnifique poisson-chat mesure entre 50 cm et 2 mètres pour un poids allant de 2 kg à 80 kg. C'est ce qui est le plus connu. Mais il peut atteindre 3 mètres pour 150 kg. Attention, mais là ça va être encore plus impressionnant. Pour ça que c'est le plus grand poisson d'eau douce d'Europe. Il pourrait atteindre, en Europe orientale, donc l'Europe de l'Est pour ceux qui ne savent pas, qu'on voit sur la carte. Il peut atteindre 5 mètres, je dis bien 5 mètres, donc la taille d'un requin-tigre, pour 300 kg. Belle bête, hein. Et je dirais même plus que 300 kg. Certains scientifiques diraient qu'il pourrait dépasser les 5 mètres et dépasser 300 kg. Donc, c'est énorme. Quand j'ai lu ça, la première fois que j'ai lu ça, je dois vous avouer que je suis tombé sur le cul. Je me dis, un poisson d'eau douce en Europe comme ça, alors qu'on voit des émissions et qu'on croit que tout se passe en Chine, ou alors surtout en Amazonie, quand on regarde River Monster ou Mordu de la pêche ou Pêche XXL et qu'on voit des trucs immenses comme ça. Ou alors certains croient qu'il y a des gros poissons que dans la mer, mais je dois vous dire que moi ça m'avait vraiment impressionné. Alors on va faire simple. Je vais vous parler de l'habitat du silure, mais vous allez fermer les yeux en même temps et vous allez m'écouter. Et vous allez vous imaginer dans une grande étendue, sous l'eau, dans un grand lac, où la zone de courant sont lents, l'eau est bien profonde. Elle est de bonne température, allant entre 15 et 25 degrés Celsius. Non, je déconne. Alors, son habitat préféré se situe dans les zones lentes et profondes des grands cours d'eau, dans les étangs et autres plans d'eau, bien sûr. C'est surtout au lever et au coucher du soleil que son activité est marquée. Santé. Ouais, tout seul au Vacal Liberty, je bois de l'eau. Placement de produits pour l'eau du robinet. Buvez-en, c'est bon. Alors, côté reproduction, il est encore un peu plus coquin. Non, il fait pas comme ça. Non, il fait pas ça. Non. Il est aussi ovipare, mais je vais mieux vous expliquer. Alors, côté reproduction, c'est de mai à juillet que tout cela se passe. Donc, fin du printemps, début de l'été. Donc, il choisit les meilleures saisons, bien sûr. Hein. Le mec qui se fait pas chier, enfin, le poisson qui se fait pas chier, il choisit les meilleures saisons. Alors, sa maturité sexuelle, et c'est là que c'est assez impressionnant. Sa maturité sexuelle commence à l'âge de 3 ou 4 ans pour environ 78 cm. Donc ça veut dire que le machin qu'on pêche, qui fait pratiquement plus d'1 mètre, il a déjà presque 10 ans. C'est énorme, hein. Moi qui croyais qu'au départ ça grandissait super vite, mais en fait non.
Alors, donc je disais pour le mâle c'est 3 ou 4 ans pour environ 78 cm. Et la femelle, c'est 5 à 6 ans pour environ 80 cm. Ouais, donc comme je vous l'ai dit, ça grandit lentement comme poisson. Il est ovipare et la femelle pond 30 000 œufs par kilo de poids. Donc c'est-à-dire que si la femelle fait 100 kg, elle va pondre 300 000 œufs. Vous imaginez 300 000 œufs, 300 000 bébés silures. Bon après, il y en a pas tous qui survivent parce qu'il y a des œufs qui vont se faire manger, même si la femelle, elle défend le nid, il y a toujours des petits poissons qui arrivent à se cacher pour bouffer les œufs. C'est la nature, il y a des poissons qui sont vraiment, comme les serpents qui volent des œufs, il y a des poissons qui sont spécialisés dans ça, comme la perche soleil, d'ailleurs comme la perche soleil, excusez-moi. Alors, l'incubation, elle va durer entre 3 et 10 jours, et les larves ressemblent à des têtards de 7 mm de long, oui. Ah et oui, les petits poissons qui sortent de l'œuf, on les appelle des larves. Vous ne le saviez pas? Bah maintenant, grâce à moi, vous le savez. Yes! J'ai appris un truc aux gens. Bon, alors, trêve de plaisanterie. Ah oui, le couple, il défend aussi son nid avec agressivité. Il y a eu des agressions en Allemagne d'un groupe de jeunes qui se baignaient. On le voit dans River Monster, il l'explique. Et puis d'un coup, la nana, elle se baigne, et le gars aussi. Et puis elle sent quelque chose, lui happer la jambe et la tirer vers le fond. Et en fait, il s'avère qu'elle était au-dessus d'un nid de silures. Et les silures, croyant à une agression, ils n'ont pas attaqué volontairement. Ils croyaient que c'était une agression, ils voulaient juste défendre leur nid, défendre leur petit. C'est comme si vous avez un enfant et votre enfant, vous le sentez en danger, qu'est-ce que vous allez le défendre. C'est exactement pareil que nous. Malheureusement, ce super poisson est aussi une victime comme son cousin, le poisson-chat commun. Désolé, c'est ma chaise qui grince. Même s'il n'est pas classé nuisible selon les fédérations de pêche, attention, j'ai fait mes recherches, donc vous n'allez pas me contredire. J'ai même passé des coups de fil. Ah. Donc, comme je disais, même s'il n'est pas classé nuisible selon les fédérations de pêche, les pêcheurs en font une espèce nuisible. Alors qu'il fait que son boulot dans la chaîne alimentaire, comme le poisson-chat commun qu'on a vu avant. De plus, certains pêcheurs laissent le milure. J'ai inventé un nouveau poisson, il s'appelle le milure. Alors, de plus, certains pêcheurs laissent le silure pourrir, mourir, moisir sur les berges. Comme vous voyez sur les photos là, je sais, c'est dégueulasse, mais ils ont aucun respect. Ça, c'est des beaufs, je pense. Ou c'est des gens qui s'en battent les couilles, qui pêchent juste pour pêcher, le reste, ils s'en foutent, tu vois. Et ça, je suis contre ça. Donc là, je vais être sérieux. Je trouve ça qu'on laisse mourir, pourrir, moisir, ou je sais pas quoi, les poissons sur les berges, ou autre part, un peu loin, plus loin que l'étang ou du plan d'eau, c'est dégueulasse. Déjà, comme j'ai dit avant, c'est une pollution biologique, c'est puni par la loi et ça se fait pas. Pire, soit tu le tues, tu le fous à la poubelle, ou alors si le poisson est gros, tu l'emmènes à des services vétérinaires qui vont le foutre dans le congélo, plus tard l'incendier avec d'autres animaux, tu vois, qui sont déjà morts. Ou tu l'enterres chez toi, je sais pas, tu fais quelque chose, mais tu le laisses pas pourrir sur les berges. Ça se fait pas, c'est dégueulasse. Voilà, c'était tout pour le silure, donc je lui consacrerai une vidéo rien qu'à lui dans quelques temps. Ce sera une vidéo sur le silure, on en prendra un peu plus sur le silure, sur sa biologie, sur ses mœurs, sur sa façon de vivre et tout. Donc voilà. Et le quatrième, c'est sûrement mon espèce préférée de tous les poissons-chats, le poisson-chat à queue rouge. Mais il a un nom scientifique imprononçable. Alors, je vais essayer de le dire du premier coup. Alors, c'est Pharctocephalus. Yes, j'ai réussi. Attendez, c'est pas fini. Hemioliopterus. Donc, Pharctocephalus hemioliophorus. J'ai encore reçu un SMS. Ah, il appartient à la famille des Pimélodidés. Donc il appartient à la famille des Pimélodidés. Il fait partie de l'ordre des Siluriformes, comme tous ceux qu'on a vus aujourd'hui finalement. C'est tous des Siluriformes. Voilà, la révélation du jour. Ces 4 poissons-chats sont des Siluriformes. Révélation. Non, on continue. Il vit en Amérique du Sud et c'est loin. Trop loin. Le seul moyen que j'ai de le voir en vrai un jour, c'est de l'avoir dans un aquarium, parce qu'on peut l'avoir dans un aquarium. Mais moi, j'ai envie de le voir dans son milieu naturel. Donc il faudrait que j'aille là-bas, mais c'est très très cher et c'est très très loin. C'est presque 24 heures d'avion si je me trompe pas. Ah. Bon, il vit principalement en eau douce dans le fleuve Amazonie. Dans le fleuve Amazonie. Amazonie, c'est la forêt, le pays. Il vit dans le fleuve Amazone et plusieurs de ses affluents. Voilà, c'est déjà ça. Et comme vous pouvez le voir, il porte bien son nom. Il a la queue rouge. Son nom anglais est donc Red-Tailed Catfish. Je vous écris
comment on dit? Ah, je vous écris la description là, vous voyez la description maintenant. Donc voilà, il mesure de 90 cm à 1,30 m pour un poids allant jusqu'à 80 kg. Donc c'est assez petit comparé aux silures et aux poissons-chats géants du Mékong, mais apparemment il y en aurait des plus gros, mais j'ai rien trouvé là-dessus. Donc peut-être que les scientifiques attendent d'en attraper un plus gros pour voir. Donc il est omnivore par contre. Donc omnivore, il se nourrit de graines de palmier. Étonnant, non? De crabes, et oui. Oui, il se nourrit de crabes. Il y a des crabes en eau douce et vous voyez juste l'image là. Même moi, ça m'a étonné. Le crabe violet comme ça, la première fois que j'ai vu, j'ai fait oh putain, ça existe ça. Mais rassurez-vous, il mange aussi des poissons morts ou vivants. Ah oui, santé. Donc voici des putes. Des putes. Excusez-moi. J'allais dire voici des putes caractéristiques, mais non, c'est pas ça. Voici des petites caractéristiques. Plutôt cool d'ailleurs. Bon, attendez, j'ai la chaise qui descend. Hop là. Le système de respiration particulier de ce poisson-chat comme des espèces apparentées lui permet de vivre dans des eaux très pauvres en oxygène, comme la plupart des poissons-chats. Il est nocturne et solitaire au milieu naturel, mais il existe des espèces qui nagent activement le jour et qui évoluent en banc. Donc évoluer en banc, pour ceux qui ne savent pas, c'est des groupes. Oui, je préfère le dire parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Ils savent pas ce que ça veut dire évoluer en banc. Eux, ils pensent... ils vont voir le poisson-chat assis sur un banc, vous voyez, hop, il évolue sur un banc, le poisson-chat, et il attend que la bouffe, elle vienne. Non, c'est pas ça. Évoluer en banc, c'est un groupe. Ok. Donc, certaines espèces ont subi des Alors, c'est un mot aussi qui est dur pour moi. Pourtant, je suis français, mais j'arrive pas à le dire. Alors, certaines espèces ont subi une dégénérescence de leur vision et sont devenues presque aveugles. Et vous savez pourquoi? C'est dû à leur mode de vie nocturne et à leur habitat particulièrement turbide. Donc turbide, c'est dans la vase, dans l'eau trouble, dans l'eau qui est mélangée aux sédiments de vase et tout. Je sais pas si vous êtes déjà baigné dans une rivière et ou dans un lac ou un étang et vous ne voyez pas à 2 mètres de vous. Vous faites comme ça avec la main, comme ça, et limite vous la voyez pas, bah c'est ça une eau turbide. Au moins vous le savez. Donc les barbillons deviennent alors les organes sensoriels très importants. Vous savez, ils ont des petites moustaches comme on voit sur les photos de près des poissons-chats. D'ailleurs, c'est là qu'on les appelle les poissons-chats parce que c'est des chats qui... C'est des chats. C'est des moustaches qui font penser à des poissons-chats. Oula, j'ai du mal aujourd'hui. Les barbillons, alors, ces petites moustaches qui sont des organes sensoriels, ils aident ces poissons à détecter la présence des proies ou d'autres formes de nourriture. Donc sous l'eau, quand ils fouillent, ils sentent aussi d'autres poissons autour d'eux. En fait, ils évaluent leur environnement. Voilà. Donc côté reproduction, il est ovipare. Le couple défend agressivement leur nid, comme la plupart des espèces de poissons-chats. Et je suis désolé, mais c'est tout ce que j'ai retrouvé sur sa reproduction. Il parle beaucoup de la reproduction en aquarium, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la reproduction à l'état sauvage. Là, tout ce que je fais depuis tout à l'heure, c'est que l'état sauvage des poissons. Bon, revenons à notre queue rouge, à notre poisson-chat à queue rouge. Pas d'allusion, s'il vous plaît. Pas d'allusion. Donc, voilà. Alors, et voilà, bah, j'ai fini. Je suis désolé, mais c'est déjà fini pour ce poisson. En fait, il y aura des vidéos, comme je vous ai dit avant, qui seront plus poussées sur ces poissons. Donc, je pense que pour le poisson-chat à queue rouge, j'essaierai de voir s'il y a des études en France. Soit je passe un coup de fil, soit je verrai pour me déplacer. Je ferai une vidéo spéciale pour lui. Et je verrai aussi... Justement, ça, je voulais vous en parler dans les Tous Allo avec Aliberti. On fera aussi des émissions où on se déplacera. Des vidéos où j'ai envie, par exemple, on ira dans des lacs, dans des étangs, je filmerai avec la GoPro sous l'eau ou je nagerai, j'irai sous l'eau avec la GoPro sur la tête, plonger en apnée. Et aussi, j'aimerais aller partir à la rencontre de professionnels du milieu aquatique pour faire comme des interviews, pour rendre l'émission un peu plus ludique, un peu comme l'humour que j'ai là. Parce que c'est vrai que en fait, ouais, je vais faire comme ça et j'ai pas envie de tout couper. De couper mes gaffes et tout, de couper quand je lis parce que en fait j'ai pas envie de faire comme certains youtubeurs que ce soit carré parfait. Moi j'ai envie de laisser mon style. Vous me voyez en train de lire, en train de faire un peu le con, de me louper et tout, et je trouve, pour moi je trouve que c'est un bon format de vidéo, ça me correspond. Donc voilà. Et aussi pour l'émission, je voulais vous dire que voilà, j'ai essayé de faire 1-2 épisodes par mois et peut-être qu'après j'en ferai plus parce que je travaille dans la restauration.
Et dans la restauration, vous savez, on travaille le midi, le soir et les week-ends. Et quand j'ai mes jours de congé, des fois, j'ai plus envie de me reposer que d'attaquer une vidéo. Mais je pourrais écrire des vidéos, parce que écrire des vidéos, c'est comme du repos. Je suis posé comme ça, là, sur ma chaise devant mon ordi, et je suis en train de faire mes recherches et écrire... je fais pas de copier-coller, attention. J'écris selon mon style. En fait, j'écris des manières où j'ai envie d'en parler. Voilà. Même pour les mots scientifiques ou d'autres mots français où je me trompe parce qu'ils sont assez durs à dire. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Ça me ferait vraiment plaisir pour que les gens... découvrent ma chaîne et qu'ils apprennent un peu plus sur l'eau, sur la biologie de l'eau, sur les poissons, les plantes. D'ailleurs, les plantes d'eau douce de France. Donc je vais parler de quelques plantes dans ma prochaine vidéo parce que j'ai pas envie de faire que du poisson, que du chimique, de la biologie. On fera aussi des plantes. Donc je sais pas comment on dit l'étente des plantes, je sais pas comment on dit l'étude des plantes. Donc voilà. Donc n'hésitez pas aussi à laisser un gros pouce bleu. Ça me ferait vachement plaisir. Et ça me motivera à continuer l'émission, à faire plus d'épisodes. Et aussi, si vous avez des questions, des idées pour des sujets ou des questions sur émission, des questions que vous aimeriez que je réponde en pleine émission, n'hésitez pas à laisser aussi des commentaires sur YouTube et sur Facebook si vous avez donc des questions, des idées de sujets ou quoi que ce soit d'autre. Ne vous inquiétez pas, c'est toujours l'eau, c'est pas de la vodka. Voilà, donc ouais, si vous avez des idées, des sujets, quoi que ce soit, si vous avez envie de me proposer d'autres formats d'émissions, si par exemple vous connaissez un endroit qui est super pour tourner une émission Tout seul avec la Liberty, où je pourrais par exemple m'approcher de silures ou d'autres espèces de poissons, de carpes ou autres, de plonger avec. D'ailleurs, je me ferai un grand plaisir de plonger avec certaines espèces de poissons pour pouvoir vous les montrer de plus près. Donc voilà. Donc je pense que j'ai déjà tout dit pour la fin de la vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi, une excellente soirée. C'était Tous à l'eau avec Al Liberty. Ciao, bye bye tout le monde, à plus. Ciao, portez-vous bien.